Et votre invité aujourd'hui, dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David, et ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Je fais ma rentrée médiatique avec vous. Voilà, en exclusivité, en prime time. Bon, on parle évidemment de la guerre commerciale. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai dit hier matin déjà est totalement invalidé avec ce qui s'est passé entre-temps. Il souffle le chaud, le froid. Trump, c'est absolument dingue en quelques heures sur cette guerre commerciale. Vendredi, on en parlait déjà hier, mais suite à la riposte chinoise, il nous disait qu'il allait surtaxer de 5% en plus toutes les importations chinoises. Maintenant, il se félicite de la reprise du dialogue avec Pékin. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit qu'il est persuadé qu'il y aura un accord, que jamais les discussions ont été aussi constructives, significatives, ce sont ces mots. Mais malgré ces déclarations contradictoires, Et surtout qui ont été démenties par le gouvernement chinois en plus. Pourquoi ? A priori, l'agence chinoise a annoncé ce matin comme quoi c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas eu de relation avec les Trump et le gouvernement chinois hier. Vous avez raison, ça vient de sortir. Bon, et donc en gros, le bras de fer continue de se durcir. Oui. Disons que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation où Trump, en fait, il veut taper du poing sur la table, mais il se dit bien, c'est un peu le jeu de la barbichette. Parce que les Chinois ont quand même, il ne faut pas l'oublier, ils ont 1000 milliards de dollars de bons du trésor américain. Donc bon, il y a quand même un danger. Mais ce n'est pas leur intérêt non plus de les vendre quand on a autant. C'est pourquoi, si vous voulez, en fait. Et puis surtout, Trump, aujourd'hui, il reste fort parce qu'il a toujours cette puissance du dollar qui est là, quoi qu'on en veuille. Ça reste la monnaie de change internationale, ça reste effectivement la monnaie des transactions internationales. Donc c'est ce qui fait que finalement, il peut se permettre, entre guillemets, de faire le chaud et le froid. Mais de l'autre côté, j'ai envie de dire, c'est peut-être bien ce qu'il fait aussi, parce que c'est le seul qui finalement aujourd'hui ose taper du poing sur la table vis-à-vis effectivement des Chinois. N'oubliez pas que le PIB chinois a augmenté de 3000%, plus de 3000% hors inflation évidemment, depuis les années 80. Donc on a aujourd'hui l'économie chinoise qui avance. Je dirais qu'il y a une course à la taille assez effrénée et personne finalement n'arrive à les freiner. Donc c'est peut-être pas finalement si mal que ça. Alors c'est vrai que ça fait un peu déraper les marchés, ça inquiète un peu tout le monde, mais peut-être c'est le prix à payer. Ça me rappelle un peu Reagan dans les années 80 lorsqu'il a justement fait le même jeu avec les Japonais et il les a affaiblis très fortement. Les Japonais s'en sont jamais remis. Et à l'époque c'était quoi l'origine? C'était qu'il avait réussi à faire apprécier le yen par rapport à l'ensemble des devises internationales, et ça a généré une crise au Japon qui n'est toujours pas terminée finalement. La taille n'est pas la même non plus, entre la taille du Japon et la taille de la Chine. Oui, alors certes, aujourd'hui surtout les Chinois ont plus de pouvoir que les Japonais, parce que les Chinois, ils ont la maîtrise de leur taux de change. Globalement, il y a le contrôle d'échange. Donc là aussi, ils ne se laisseront pas faire. Ils peuvent justement jouer sur le taux de change pour contrecarrer effectivement la hausse des tarifs douaniers. Et d'un autre côté, on a des liens commerciaux qui sont extrêmement forts. Moi, je suis plus inquiet effectivement aujourd'hui pour l'Europe, la zone euro, qui risque encore une fois d'être, on va dire, le dindon de la farce. Comme souvent, mais juste avant de parler de l'Europe, on est toujours dans la même configuration au retour, encore une fois, à ce retour des vacances. C'est-à-dire qu'on a toujours cet enchaînement d'escalade et puis d'apaisement, cette guerre commerciale. Sauf qu'entre-temps, les menaces, il y en a de plus en plus. Enfin, je veux dire. Puis ça avance, il y en a quand même qui ont été mises, je dirais, à exécution, tout de même. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est là, on se dit, là, on va trop loin et ça peut dégénérer, ou on se dit que forcément ça finira par un accord. Mais cette question, on a pu se la poser déjà il y a 3 mois. Sauf que entre-temps, il y a eu des surtaxes qui ont été mises en avant, qui ont été appliquées, d'autres qui vont arriver en septembre, en décembre. Et puis surtout, il y a eu des conséquences concrètes. Il y a eu un ralentissement du commerce mondial. On voit l'économie allemande, on va en parler certainement, qui souffre énormément. Même l'économie américaine, les derniers indicateurs des directeurs d'achat, notamment dans l'industrie, on est passé sous la barre des 50 aux États-Unis. On est déjà sous les 50 en Chine, en Allemagne, etc., dans la zone euro. On peut parler de récession manufacturière dans le monde aujourd'hui. Je pense qu'il y a une récession industrielle, tout à fait, effectivement. On est aujourd'hui en... Nous y sommes, tout à fait, parce que ça fait déjà 6 mois, donc 2 trimestres, où effectivement ces indicateurs avancés, donc des indicateurs d'achat, sont sous la barre des 50. Mais l'industrie, c'est quoi? C'est 15-20% du PIB? Dans les grands pays, mais au niveau mondial, non. Même en Allemagne, c'est à peu près 30%. Au niveau mondial, on a une part d'industrie qui reste quand même de l'ordre de 40%. Donc on s'angoisse, il faut s'inquiéter parce qu'on est aujourd'hui en récession industrielle. Il y a une récession industrielle qui est là au niveau mondial, donc forcément, alors pour l'instant, il n'y a pas de récession mondiale. Qui est liée à la guerre commerciale. Qui est liée directement à la guerre commerciale, plus effectivement au retournement du marché automobile, là aussi c'est lié, mais l'élément essentiel, c'est ça. Et puis regardez, il y a des pays qui s'effondrent complètement. Les ajustements peuvent aller très très vite. Regardez l'Argentine par exemple, ce qui s'est passé sur le peso, pour des raisons plus politiques, on va dire, mais c'est-à-dire que comme on est sur une bulle, on est sur une sorte de volcan en ébullition, je dirais la moindre contrariété peut très vite dégénérer. Mais dans les services, ça se passe bien dans les services? Alors voilà, ça pour l'instant c'est la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement la croissance mondiale ralentit, mais je me rappelle ici même, je parlais d'une croissance mondiale de l'ordre de 2,8% pour 2019, on dit non, on va faire au moins 3,5%, voilà, 2,8% c'est plutôt un sommet pour 2019, donc on a effectivement ce ralentissement mondial qui est là. Alors la question est de savoir, est-ce que l'industrie ne va pas finir
Par contaminer. Voilà, par contaminer. Hier, on a vu l'enquête, vous savez, l'enquête IFO en Allemagne, qui concerne essentiellement l'industrie, mais on voit que ça commence également à concerner les biens de consommation, l'investissement en Allemagne. Donc ça veut dire que, oui, inévitablement... L'Allemagne qui a son premier trimestre de croissance négative au moins 0,8%. Non, alors elle en avait déjà un l'année dernière. En fait, non, oui. Pas d'affilée. Sur quatre trimestres, il y a eu 2 trimestres de baisse du PIB, un à 0. Donc c'est de la quasi-récession. Et je pense que malheureusement, le deuxième trimestre, il y a eu une baisse du PIB. Je pense qu'on aura aussi une deuxième baisse du PIB au 3e trimestre, donc 2 baisses consécutives. Donc l'Allemagne aujourd'hui est en train d'entrer en récession. Alors évidemment, nous les Français, on se gargarise, on dit, ah vous voyez, les Allemands, ça leur apprendra, nous on est plus forts qu'eux. Attention, il faut rester très humble en la matière, puisque malheureusement... Ils ont une économie qui est plus ouverte que la nôtre. C'est sûr, donc ils souffrent plus. Mais surtout, il ne faut pas croire que si l'économie allemande, qui représente 30% du PIB de la zone euro, tombe en récession, il faut croire que nous, les Français, on va rester tranquilles, on va croître. Nous aussi, malheureusement, on aura des impacts directs. Nous, on résiste parce qu'il y a eu effectivement les cadeaux fiscaux qui ont été faits, les 15 milliards d'euros, etc., cadeaux de dépenses publiques plutôt. Mais ça aussi, il faudra le payer tôt ou tard. Donc ça, c'est un danger. Alors, pour l'instant, on ne le voit pas. Comment on qualifie le ralentissement de la croissance dans le monde aujourd'hui? On se dit que c'est modéré, c'est sévère, ou on fait le distinguo entre l'industrie et les services? Alors, pour l'instant, si on regarde bien et dans clairement, quelle zone? Et si on regarde un petit peu les zones, les pays qui ralentissent le plus, parce que les Américains sont passés de 3 à 2% entre le premier et le deuxième trimestre, les Allemands sont à 0. Alors, je vais vous donner mes prévisions, effectivement. On a sur, je dirais... Non, pas les prévisions. Oui, la réalité. J'y crois aux prévisions marketing, qui n'y croiraient pas. D'un point de vue économique, la réalité aujourd'hui. Alors, la réalité, elle est très simple. C'est qu'on a effectivement une croissance mondiale. Donc, la moyenne depuis 30 ans, c'est de 3,5% de croissance mondiale. On avait à peu près 3,5, 3,8 l'année dernière. Là, on tombe à 2,8. Donc, on est sous la moyenne, quand même. Alors, quels sont les pays et les zones qui freinent le plus? Alors, les pays qui freinent le plus aujourd'hui, alors on les connaît. Si on regarde dans l'industrie notamment, on a par exemple la Turquie qui s'est complètement effondrée. On a des pays comme Singapour, des petits pays. Hong Kong, vous savez que c'est des indicateurs avancés, parce que ces petits pays sont des plaques tournantes, effectivement, des échanges internationaux, et qui commencent à fortement souffrir. Donc, ça veut dire qu'il y aura des conséquences assez dramatiques. Bon, je parle de l'Argentine, même le Brésil, il est un peu juste. L'Afrique du Sud, également, indicateur très Pardon, mauvais. mais vous me parlez de pays qui sont quand même pas exotiques, mais qui sont plus émergents. Non, mais vous m'avez demandé là où c'est le plus grave. Ouais. Après, effectivement, on arrive sur l'industrie. La Chine, aujourd'hui, est en baisse de l'activité dans l'industrie. Alors, bien sûr, les services compensent, mais néanmoins, ça fait mal. Le Japon... peut avoir une dichotomie qui peut durer, justement, d'un côté, entre Moi, je ne pense pas. Je pense que, malheureusement, tôt ou tard, on aura effectivement une contagion qui va se produire. Et donc, alors, je ne crois pas néanmoins à une récession mondiale. Je pense qu'on restera sur une croissance mondiale, au niveau du PIB global, c'est-à-dire industrie plus services. Mais il y a quand même, effectivement, une récession industrielle, parce que derrière, il y a de l'emploi en moins qui va être là. Donc ça veut dire moins de consommation, et c'est comme ça qu'il y aura effectivement ce mouvement, je dirais, de contagion. Donc oui, il y aura un ralentissement, qui aura un impact bien sûr sur les marchés, on va en reparler, mais là, on est quand même dans une situation difficile. Le Japon aussi, dans l'industrie, c'est en baisse d'activité. Vous voyez, donc là aussi, est-ce que les services ont résisté éternellement? Malheureusement, non. Donc, ça tient aux États-Unis quand même, pardon. Et d'ailleurs, il y a une contradiction chez Trump qui dit que l'économie américaine se porte bien, qui demande à la Fed de baisser ses taux de 100 points de base. Il y a quand même, je vous montre une contradiction, ça va bien, pourquoi baisser? Pour l'instant, le pays qui résiste le mieux, il faut être honnête. Bon, à part la Chine, on est quand même encore autour des 6% de croissance, mais comme vous l'avez bien dit, c'est un pays émergent, donc c'est un peu logique. Le pays développé qui résiste le mieux, ce sont les États-Unis. C'est quand même dingue. Hein. Ils auront cette année, ils auront 2,2% de croissance cette année. Et je pense, vous parliez tout à l'heure des impôts, de la flat tax, etc. Effectivement, le fait que Trump ait réduit les impôts sur les entreprises américaines qui rapatrient leurs capitaux, ça a fonctionné. Ça, c'est derrière maintenant. Oui, mais néanmoins, on a un taux de chômage aujourd'hui aux États-Unis à 3,7%. Donc ça aussi, ça permet de maintenir une bonne consommation. Pourquoi on a autant d'économistes qui nous disent, américains, la récession pour 2020-2021, la probabilité, elle a augmenté? Oui, alors parce qu'il y a une espèce de... Il y a un problème de cycle. Il y a un problème de cycle. C'est qu'aux États-Unis, nous vivons aujourd'hui le cycle le plus long de l'histoire américaine. On dit ça tous les ans. Hein. Oui, tous les ans. Mais tous les ans, c'est de plus en plus vrai. Donc on se dit, finalement, ça va bien s'arrêter un jour ou l'autre. Alors là, bien entendu, donc il y a eu les mesures de Trump qui ont joué, qui ont relancé le cycle. Maintenant, la Réserve fédérale se dit, oulala, je vais peut-être encore, elle a déjà commencé, à baisser les taux, peut-être aller encore plus loin. Donc, mais pourquoi est-ce qu'elle baisserait les taux, encore une fois, sauf si, me disait Carmignac hier, Didier Saint-Georges, qu'il faut qu'elle ait un coup d'avance, que ça freine tellement fort qu'il faut qu'elle continue à baisser les taux. Quand on voit les données en dur, or, encore une fois, dans l'industrie, le sentiment, le climat des affaires. Oui, moi je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de baisser les taux d'intérêt aussi vite, parce que si demain, effectivement, on a un fort ralentissement, si on fait la baisse des taux d'intérêt dès maintenant, qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura un vrai ralentissement? Vous voyez, donc... Mais c'est pour le contrecarrer. Il m'expliquait non, là il m'a dit hier. Oui, c'est pour anticiper parce que pour raisonner en statique, il faut justement. C'est sûr que la Réserve fédérale a toujours cette démarche qu'on appelle, je dirais, procyclique, c'est-à-dire elle anticipe effectivement le cycle, elle réagit avant, si vous voulez, et donc elle réussit finalement à éviter les forts ralentissements.
Maintenant, le problème, c'est que les arbres ne montent pas au ciel. Donc moi, c'est ça qui me gêne un petit peu aujourd'hui. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, on va continuer la même politique, baisse des taux d'intérêt, planche à billets, etc. Jusqu'où? Jusqu'où? Donc c'est ça qui est dangereux. On voit qu'on a des taux d'intérêt aujourd'hui donc négatifs sur les dettes publiques. Là aussi, donc ça incite. On l'a vu avec Macron qui nous dit on va continuer comme ça, sans vergogne, à continuer à augmenter la dépense publique, augmenter la dette publique. Okay. C'est pas ce qu'il a dit non plus, il n'a pas dit ça comme ça. Oui, mais ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Quand on temporise également sur la retraite, ça veut dire ça aussi. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on a un problème mathématique de financement effectivement de la retraite, et que donc quand on dit bon, finalement on va voir, on va s'arranger, on va trouver une solution. J'ai bien compris que c'est pour déminer le terrain social de la rentrée, mais ça veut dire que... On en parlera avec la ministre de la Santé, qu'on va interviewer là-dessus, quand on sera au MEDEF, à partir de demain. Donc on se dit quoi alors? On se dit qu'au final, ça ralentit fort, on l'a vu, notamment dans l'industrie, par capillarité un petit peu dans les services, un peu partout, notamment dans des petits pays, mais qui sont des indicateurs avancés de ce qui devrait se passer. Donc on... Bon, moi encore une fois, je vais pas parler de la bourse, parce que ils vont me dire, ah oui, mais bon... Non, on parle plus de la bourse, avec toi, on n'en parle plus. Ça suffit. Mais je veux dire, d'un point de vue économique, bon, ben, je l'avais annoncé ici, on a effectivement ce ralentissement qui est en train de se produire. Mais qui n'est pas dramatique non plus. Qui n'est pas dramatique non plus pour l'instant. Après, mais qui peut dégénérer. Qu'est-ce qui pourrait le faire dégénérer? On l'évoquait tout à l'heure, il y a les problèmes effectivement chinois avec les États-Unis, il y a le problème de Hong Kong. Ça peut très bien exploser, hein, je veux dire, mine de rien. Et après, est-ce qu'il n'y aura pas une ingérence? Les États-Unis, comment ça va se terminer? On parlait tout à l'heure de l'Argentine, qui explose également. Le peso, rendez-vous compte. Hein, on a connu l'époque où le peso, c'était 1 peso pour $1, vous ce que je veux dire. Hein, donc on voit maintenant où on en est. Et donc tout ça fait que, aujourd'hui c'est 60 pesos pour $1. C'est un truc de fou, quoi. Donc tout ça fait que on a une situation où tout peut effectivement rapidement dégénérer. Le Brexit, on n'en parle plus, là aussi. Ça va être quoi la solution? Fin octobre, il faudrait mettre une solution. L'Italie, alors là on dit qu'on va trouver une solution. A priori, entre Mour 5 étoiles et le parti. Oui, mais 5 étoiles, c'est quoi le programme? Le programme, c'est faire voter le budget, ouais, voilà, nommer un commissaire européen. Voilà, mais on a une situation, encore une fois, très difficile. Donc je comprends bien, et c'est ça la difficulté, c'est qu'on veut gagner du temps, on a une sorte de fuite en avant. La BCE dit, vous inquiétez pas, au cas où, je ferai notre planche à billets, on ira. On va encore augmenter le déficit. Je ne vois pas ce qu'elle peut faire à part baisser les 10 points de base, son taux de dépôt. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on marche un peu sur la tête. Quand on a des taux d'intérêt négatifs aujourd'hui sur les dettes publiques, notamment la France. 50% du gisement obligataire mondial est un taux négatif. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, on n'a jamais connu ça, bien entendu, mais y compris, ce qui est fou, c'est y compris sur des dettes publiques très élevées. Hein, quand on a 100% chez nous, même le taux italien, on est je regardais tout à l'heure, 1,2% sur le taux 10 ans. C'est incroyable, alors qu'on a une dette publique de 2300 milliards d'euros en Italie, et que finalement il y a quand même beaucoup de risques sur la stabilité, je dirais, politique. Donc les marchés vont être pollués encore dans les prochains mois, et en même temps, ça ne les a pas empêchés de monter depuis le début de l'année, le CAC 40. Si vous voulez, les profits du CAC 40, pardon, mais ça va, les chiffres d'affaires, ça va. Cet été, j'ai visité Pompéi. Oui, c'est exactement pareil. Il y avait un volcan juste à côté qui bouillonnait, puis on faisait la fête à côté, on disait tout va bien, puis le jour où ça a pété, ça a pété. Mais là, c'est exactement pareil. On se dit, le volcan est là, il y a des mines partout, il est bouillonne, mais pour l'instant, il ne saute pas. Donc on continue, alors on réussit à le calmer. Il y a la réassurance des banques centrales, et ça, c'est nouveau quand même. Oui, mais ça aussi, c'est quand même, encore une fois, rendez-vous compte je reviens sur ce problème de taux d'intérêt négatif, mais aujourd'hui, un épargnant, il perd de l'argent. C'est ce que je veux dire. C'est quand même assez dramatique. Il est sûr de perdre de l'argent. C'est la contrepartie pour aider ceux qui s'endettent, entreprises, ménages, aussi, mais même sur la dette, même on oublie une chose simple. Même si je m'endette à taux zéro, il faut quand même que je rembourse la dette. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ouais. Donc, si demain, je n'ai pas de croissance, donc je ne peux pas rembourser ma dette, comment je fais? Vous comprenez? Donc, c'est ça la difficulté. C'est pas parce que les taux d'intérêt sont à zéro qu'on n'a pas de dette, que la dette a disparu. Elle coûte peut-être rien, mais la dette est quand même là. Oui. Il faudra effectivement la solvabilité est meilleure quand les taux d'intérêt sont bas. Évidemment. Mais d'un autre côté, à l'inverse, si vous voulez, le jour où on va se réveiller, ça va faire très mal sur les taux. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on ne se réveillera jamais. Encore une fois, le cas japonais illustre bien ce... Oui, mais le cas japonais, c'est encore une fois, c'est le Japon. C'est une économie fermée, assez fermée, avec 97% de la publique détenue par des Japonais. Là, on a un problème mondial. Donc, à partir de là, des taux d'intérêt négatifs au niveau mondial, comment ça se termine? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on dit, bon, il n'y a pas d'inflation. C'est vrai qu'on le dit, il n'y a pas d'inflation. C'est la grande nouveauté, encore une fois. Oui, parce qu'il y a une concurrence mondiale qui est très forte, donc il y a des conditions concurrentielles qui font qu'on limite les risques inflationnistes, il y a des révolutions technologiques, etc. Le prix du pétrole est relativement bas. OK, mais il y a d'autres types d'inflation. Il y a l'inflation sur les marchés boursiers, sur les marchés obligataires, sur les marchés immobiliers. Donc, on se trompe d'inflation, mais l'inflation, elle est là. Donc, est-ce que demain, il n'y a pas un risque de contagion? Parce qu'à force de déverser de l'argent qui ne vaut rien, finalement, c'est comme ça qu'ont commencé toutes les phases d'hyperinflation. Donc, moi, on n'en est pas là du tout, là. Je sais qu'on n'en est pas là. Il va vite, là, quand même. Non, je sais qu'on n'en est pas là. Je sais qu'on n'en est pas là. Mais, si vous voulez, quand on va aussi loin, il y a forcément un moment, il faut payer la facture. Donc, soit on va annuler des dettes.
Dire, l'État italien, voilà, il a 2300 milliards de dettes, il ne va pas rembourser 1000 milliards. Et puis on va se trouver une solution entre nous, on va s'arranger. Ça, c'est possible, pourquoi pas. Donc, mais la BCE est là pour assurer la solvabilité, justement. Oui, mais même la BCE, jusqu'à quand? Et puis ils ont quand même un excédent budgétaire primaire, les Italiens. Donc oui, je suis d'accord, mais encore une fois, ce qui compte, c'est la dynamique. Aujourd'hui, vous savez que le PIB italien est encore inférieur de 5% à son niveau de 2008. Ouais. Donc on comprend effectivement les difficultés de nos amis italiens. Je comprends les difficultés sociales qu'on peut avoir, y compris d'ailleurs, je dirais, en France. Mais encore une fois, soit on annule des dettes, soit il y aura des mouvements d'inflation galopante qui va arriver. Mais de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça. Donc moi, c'est ça. Dans cette rentrée, j'ai envie de trouver des facteurs d'optimisme. Alors je me dis, ouais, pour l'instant, on fait comme tout le monde, on est aveuglé, voilà, on en fait comme les trois singes, là, voilà, on ne parle pas, on n'entend rien, on voit rien. On se dit, on continue, voilà, le volcan bouillonne, mais c'est pas grave, on danse. Sauf que, effectivement, ces facteurs de risque, on sait tout le temps comment ça se termine. Il y a des phases de surévaluation, et ensuite peut-être de récession, y compris industrielle, voire plus, et derrière, évidemment, des le vrai danger, c'est que cette récession industrielle, effectivement, se propage au service, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais enfin, il faut quand même être prudent. C'est-à-dire, encore une fois, on regarde les enquêtes IFO d'hier, c'est quand même assez dangereux. Les enquêtes de ZEW dans la zone euro de la semaine dernière, c'est quand même... tout ça, c'est dangereux. Les enquêtes des directeurs d'achat aussi. Bon, en fait, tout ça montre qu'on a quand même beaucoup de facteurs, je dirais, qui montrent que c'est en train de nettement ralentir. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'en tient pas compte. On se dit non, tout va bien. De toute façon, les banques centrales, vous l'avez dit, sont là. Donc, elles vont éponger. On va raser gratis. Pourquoi pas? Moi, je veux bien, ça peut durer comme ça longtemps, mais le problème, c'est que plus les bulles d'ici à le CAC sera à 7000 et on vous remerciera. Plus les bulles se gonflent, plus effectivement le dégonflement va faire mal. Et c'est ça. Mieux vaut percer un abcès tant qu'il est petit que... les profits, et on finit là-dessus, les profits des boîtes du CAC 40 sont au rendez-vous. Oui, les profits sont bons, donc pour l'instant, c'est pas mal. Oui, bien sûr. Les taux sont bas, les profits sont bons. Les profits, malheureusement, je ne suis pas trop inquiet. Je dis malheureusement parce que on sait comment ça se passe. Si jamais j'ai moins d'activité, on va réduire les coûts et donc on va maintenir un certain niveau de profit. Ça se passe toujours comme ça au début. Puis après, on ne peut plus réduire les coûts, donc ça finit par s'effondrer. Mais là, effectivement, la difficulté, c'est que pour l'instant, on refuse de voir cette réalité. Mais je suis très honnête, très humble, je n'ai pas la solution. Parce que c'est vrai qu'on a envie de continuer, on se dit, c'est pas grave, continuons cette fuite en avant. Il ferait quoi, toi, alors, s'il était aux manettes? Dernière question. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut aujourd'hui peut-être stopper l'hémorragie, peut-être notamment sur les marchés. Accepter une récession, c'est ça? Une mini-récession, effectivement. On calme le jeu, on repart sur des bases plus saines. Mais en faisant quoi, concrètement? Non, mais tout simplement, en arrêtant la planche à billets, en arrêtant d'avoir des taux d'intérêt, je dirais, qu'on veut continuer de baisser. Peut-être la guerre commerciale aura également un bien, parce que ça permettra d'équilibrer un peu tout ça. Alors par contre, j'ai quand même une solution, ça c'est vrai, c'est la seule qui existe, toujours la même, et qui est très importante, c'est une révolution technologique, c'est-à-dire effectivement sur l'innovation. Alors pourquoi pas dans l'écologie ou ailleurs. Alors là, ça peut effectivement générer des nouvelles sources de croissance. Vous voyez. Mais ce qui est dramatique, c'est que la décroissance, évidemment, comme certains la veulent, et qui existe déjà, notamment en Allemagne, alors là, évidemment, produira vraiment des effets négatifs en Allemagne et aussi au Royaume-Uni. La décroissance a déjà commencé. Donc là, il y aura des impacts négatifs sur l'emploi, donc sur le social. Donc là, ça devient effectivement extrêmement dangereux. Voilà, super, bravo. On commence bien la rentrée avec Marc Toiti. On commence bien, mais oui, mais il faut rester optimiste quand même, mais bon, réaliste quand même. Marc Toiti, donc, l'économiste qui était avec nous en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.